Dernier vendredi du mois d'août 2016, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Eden Télévision et Diaspora FM 102.3. Le rendez-vous, c'est bien matin d'Eden, première rubrique à suivre, la revue des unes des journaux, l'essentiel de l'actualité décryptée dans les colonnes des canards. Corneille Aïssé vous fait le point. Bonjour Corneille. Bonjour, tranquillin, Akad Benotin. Bonjour à tous et à tous. Nous allons démarrer la revue des unes des journaux par la une du quotidien béninois, la Nouvelle Tribune. Effectivement, on commence la revue des titres ce matin par la une du quotidien, la Nouvelle Tribune. Nouvelle Tribune santé, plus de 2000 cas de cancer au Bénin. Santé, plus de 2000 cas de cancer au Bénin. Le gouvernement dépense plus de 6 milliards de francs CFA. Le cancer fait des ravages au Bénin. Le redoutable tue atteint plus de 2000 Béninois chaque année. Selon les chiffres révélés ce jeudi 25 août 2016 par le professeur Marcelin Moussou Guénou, représentant du ministre béninois de la Santé, à l'occasion d'une rencontre entre Yukiya Amado, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, dans les locaux du bureau de l'OMS à Cotonou. Retrouvez la suite de l'article en page 10 du quotidien. La Nouvelle Tribune est toujours dans les colonnes du quotidien. La Nouvelle Tribune, on peut aussi lire augmentation de la prévision d'Amblavue pour la campagne 2016-2017. L'AIC redonne espoir à la filière coton. L'AIC redonne espoir à la filière coton. Depuis avril 2006, une nouvelle ère commence pour la filière coton grâce à l'association interprofessionnelle de coton AIC qui a repris les choses en main. L'engouement renaît au sein du monde des producteurs, écrit le quotidien La Nouvelle Tribune. La Tribune de la capitale. Rentrée scolaire 2016-2017 sous le dictat de la morosité économique. Rentrée scolaire 2016-2017 sous le dictat de la morosité économique. L'information est à lire en page 3 et en page 7 du quotidien. La Tribune de la capitale, Lucien Kokou, pour discipliner les chefs d'établissement dans le recrutement des vacataires. Le même journal écrit aussi pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les étudiants appellent Patrice Talon au respect de sa promesse électorale. Les étudiants appellent Patrice Talon au respect de sa promesse électorale. Affiche le quotidien La Tribune de la capitale. Les titres maintenant à la une du journal Le Matin. Le matin de ce vendredi, cellule d'enregistrement et d'analyse des projets d'arrêté des ministères et préfectures. Eh bien, une structure opportune, mais 3 points de suspension. Écrit ce matin, le quotidien Le Matin. L'information est à retrouver en détail en page 3 du journal. Le journal s'intéresse aussi au comportement de Boni Yaye aux obsèques de feu Émile Derlin Zissou, participation active. Aux obsèques du feu Émile Derlin Zissou, Boni Yaye marque positivement les esprits. Boni Yaye marque positivement les esprits. Nous apprend ce matin Le Matin. Le Grand Matin cette fois-ci. Le Grand Matin, moralisation au sein des forces armées béninoises. De vrais diplômés laissés sur la liste des faux. Urgence d'un réexamen. Des dossiers de vrais diplômés laissés sur la liste des faux. Urgence d'un réexamen du dossier. L'information est à lire en page 2 du quotidien. Le Grand Matin qui n'a pas manqué de relayer l'actualité concernant les obsèques de feu Émile Derlin Zissou. Le quotidien mentionne à ça une deuil national. L'ancien président Zissou inhumé hier à Kpakpa. L'ancien président Zissou décédé le 28 juillet dernier à Cotonou des suites d'une maladie chronique dans sa 98e année. A été inhumé hier jeudi 25 août au cimetière d'Akpakpa à Cotonou au cours d'une cérémonie d'hommage teintée de sobriété. La dépouille de l'illustre disparu a eu à ses côtés toutes les forces vives de la nation. L'intégralité de l'article publié ce matin par Le Grand Matin, c'est à lire en page 3 du quotidien. La suite de la revue des titres, maintenant le confrère de la matinée. Le journal Le Confrère de la matinée, animation de la vie politique au Bénin
Où est passé matin Rodriguez? Interrogation du quotidien. Animation de la vie politique au Bénin. Où est passé matin Rodriguez? Le même quotidien toujours. Eh bien, derniers hommages à Émile Derlin Zissou. Un grand homme demeure toujours un grand homme. Un grand homme demeure toujours un grand homme. L'information publiée ce matin par le confrère de la matinée est à retrouver en page 2 du journal. L'affiche du jour, toujours pour la suite de cette revue des titres. Question au gouvernement, les députés préoccupés par les voyages officiels, la gestion des lampadaires solaires et les financements UEMOA au profit de l'hydraulique villageoise. Question orale au gouvernement, les députés préoccupés par les voyages officiels, la gestion des lampadaires solaires et les financements UEMOA au profit de l'hydraulique. C'est à retrouver à la manchette du quotidien, l'affiche du jour. Nouvelle expression destitution programmée du maire de Parakou, destitution programmée du maire de Parakou, déjà des tiraillements au sein de la coalition de la rupture. La coalition de la rupture est à l'épreuve des dissensions. La cause est survenue suite à l'acharnement de certains talonistes destitués. Le maire de Parakou sous radio Adamo, pendant que d'autres ont opté pour la retenue. Lire l'intégralité de l'article en page 2 du quotidien. Nouvelle expression toujours, retour de l'AIC. Dans la gestion du coton, le miracle cotonnier attendu pour le compte de la campagne 2016-2017, 421 336 hectares emblavés, 421 336 hectares emblavés. Le meilleur, le quotidien, le meilleur, toujours pour cette revue des titres de ce vendredi 26 août 2016. Le quotidien, le meilleur, contrôle de la troisième mandature du COS-LEPI, duel entre le PRD et les FCBE, contrôle de la troisième mandature du COS-LEPI, duel entre le PRD et les Foscori pour un Bénin émergent. C'est à lire à la une du quotidien, le meilleur, gestion des sociétés d'État sous le régime de feu. Nous sommes toujours avec le meilleur. Le Conseil des ministres délivre un satisfecit à la SONEB. La preuve que Talon ne tire pas à boulet rouge sur tout ce qui a été fait sous Boni-Yahi, comme le proclament les détracteurs. L'information est à lire en page 6 et en page 7 du quotidien, le meilleur. On retrouve maintenant la guérite. La guérite, obsèque de l'ancien président Émile Derlin Zissou. Le peuple béninois rend hommage à l'illustre disparu. Le peuple béninois rend hommage à l'illustre disparu. Film de la cérémonie d'inhumation d'hier à retrouver dans les colonnes du quotidien La Guérite. Nord-Sud quotidien nous parle de l'éducation. Nord-Sud quotidien éducation, le redéploiement des enseignants bureaucrates effectifs. Éducation, le redéploiement des enseignants bureaucrates effectifs, c'est à lire dans les colonnes du quotidien Nord-Sud. L'économiste, collecte des fonds publics de juillet 2016, 22% de baisse des recettes. Nous apprend ce matin le quotidien L'économiste, collecte des fonds publics de 2016, 22% de baisse des recettes. L'actualité se poursuit toujours à travers la revue des titres. Ce matin d'Éden, on retrouve maintenant la une du quotidien Palmarès. Palmarès de ce vendredi, plainte intempestive des consommateurs des réseaux GSM. Qui sauvera les Béninois d'une communication Internet trop chère? Interrogation du quotidien, le palmarès qui sauvera les Béninois d'une communication Internet trop chère. Interrogation relative aux plaintes intempestives des consommateurs des réseaux GSM. L'article publié ce matin par le quotidien est à retrouver en page 5 du journal. Le palmarès toujours, invalidation de l'année académique à la flash, l'indifférence du gouvernement, scelle le sort des étudiants. Maintenant, le projecteur. Le projecteur, avant de boucler cette revue des titres, le projecteur s'étine au sujet du blocage des fonds de construction des infrastructures scolaires à Porto Novo. Les clarifications du maire Zossou qui confondent le collectif des directeurs et directrices d'école. Ces fonds sont toujours là, personne ne les a détournés et personne ne peut toucher à ces fonds. 3 points de suspension. Propos du maire
de la ville de Porto Novo. Des propos à retrouver à la une du quotidien Le Projecteur. Et c'est donc avec la une du Projecteur que nous bouclons cette revue des titres. Prochain rendez-vous, c'est lundi prochain sur Matin d'Éden. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Matin d'Éden, un programme co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM 102.3, deux médias qui émettent depuis le centre Espace Afrique Civra. Nous sommes à Glo-Djibé, à quelques encablures de la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Voici la revue de presse internationale. L'actualité, vous le savez, sur le continent, c'est bien le Gabon, les présidentielles au Gabon. La présidentielle, parce que c'est un scrutin à un seul tour qui se tiendra, qui sera organisé au Gabon le 27 août prochain. Eh bien, on va suivre cette actualité dans la revue de presse internationale avec newslibreville.com, newslibreville.com qui nous fait le point du déroulement de la fin de la campagne. Ali Bongo, si les élections sont libres et transparentes, j'accepterai les résultats. Ali Bongo, si les élections sont libres et transparentes, j'accepterai le résultat. Voilà des propos du président sortant et candidat à sa propre succession, Ali Bongo, dans les colonnes de News, Libreville.com. Et puis, des propos de Jean Ping, à présent toujours relayés par newslibreville.com. Jean Ping, l'ancien cacique du pouvoir qui veut libérer le Gabon. Libérer donc le Gabon, c'est le leitmotiv de Jean Ping, opposant au régime de Ali Bongo. Et puis, la plateforme AJEV, AGEV, un forum pour mobiliser les potentiels électeurs en faveur du candidat Ali Bongo. Le président de la plateforme associative des jeunes émergents volontaires, Brice Lacruche Ariranga, par ailleurs coordonnateur national des mouvements associatifs pour la campagne du candidat Ali Bongo Ondimba, organisé au forum mardi pour mobiliser des potentiels électeurs au profit de son candidat Ali Bongo. Dans le rang de Jean Ping également, on note également ces organisations venant de la part de certains bénévoles qui veulent que leur candidat gagne justement cette élection à un seul tour qui se tiendra le 27 août au Gabon. Loin de cette actualité relayée par newslibreville.com, on va s'intéresser aux différents titres que nous propose ce matin. www.africatv.net qui nous parle d'une disparition mystérieuse de 530 000 dollars à la Banque centrale de Somalie. Environ 530 000 dollars américains ont été dérobés à la Banque centrale de Somalie, a confirmé jeudi le gouvernement de la banque, Bachir Issa. Selon le gouverneur, un responsable de caisse du nom de Mouhidin Mohamed Hassan est suspecté d'être à l'origine de ce vol réalisé en remplaçant les dollars par des faux billets. Disparition mystérieuse de 530 000 dollars de la Banque centrale de Somalie. Loin de la Somalie, on va s'intéresser à l'actualité au Togo, le Togo voisin. Le secteur du phosphate à nouveau paralysé par une grève au Togo. Les employés donc de la Société nouvelle des phosphates du Togo ont déclenché mercredi une nouvelle grève de 48 heures, aucun accord n'ayant été trouvé à leur revendication. A-t-on appris jeudi de sources syndicales. Les quelques 1500 personnes employées de la société avaient déjà paralysé le secteur il y a quelques jours. Togo, le secteur du phosphate, à nouveau paralysé par une grève. C'est une information relayée ce jour par www.africatv.net. Et puis d'autres informations à suivre avec le Monde Afrique. Le Monde Afrique qui revient sur les conclusions des dernières consultations organisées en Afrique du Sud et s'interroge sur l'avenir du parti laissé par le légendaire Nelson Mandela. Le parti de Nelson Mandela a-t-il perdu l'Afrique du Sud? C'est la grande interrogation de la plateforme www.lemondeafrique.net. Et puis, on peut lire les conclusions de son analyse. Après les élections locales, le parti au pouvoir conserve sa majorité
au niveau national, mais perd des villes cruciales comme Johannesburg et Pretoria. Tirant leçon de ces deux constats, le Monde Afrique s'interroge donc, le parti de Nelson Mandela a-t-il perdu l'Afrique du Sud? Et puis dans son enquête, on peut lire à Brazzaville, rétribuer le fils à Sassou Nguesso pour obtenir du père des permis miniers. Voilà l'information que développe le Monde Afrique dans sa colonne réservée à l'enquête. Et puis au Niger, les femmes s'organisent pour survivre à la saison des pluies sans leurs hommes. Au Niger, les femmes s'organisent pour survivre à la saison des pluies sans leurs hommes. Des précisions à lire donc avec le Monde Afrique. Loin de cette information, toujours en Somalie, nous revenons en Somalie pour parler d'une nouvelle attaque des Tchibab contre un restaurant. Un commando de plusieurs combattants du groupe islamiste somalien Tchibab a attaqué jeudi soir un restaurant fréquenté du front de mer de Mogadiscio. Une attaque précédée par l'explosion d'une voiture piégée selon un journaliste de l'agence France Presse. Une information donc relayée ce jour par la plupart des plateformes numériques apparaissant à Mogadiscio, la capitale somalienne. À Nairobi, on annonce la dissolution. C'est vrai, il y a une petite erreur de frappe peut-être au niveau de cette information. Lors de la rédaction de cette information, c'est écrit le dissolution, mais c'est bien la dissolution. Nairobi annonce d'une dissolution du comité national olympique. Eh bien, le ministre kenyan des Sports Hassan Wario, sous pression à la suite d'une série de scandales et faux pas de responsables kenyans aux Jeux de Rio, a annoncé jeudi la dissolution du comité national olympique, qui a aussitôt rétorqué que le gouvernement n'en a pas le pouvoir. Je dissous donc le comité. Nairobi annonce de la dissolution du comité national olympique. Et puis Togo, le secteur du phosphate à nouveau paralysé par une grève. Vous avez déjà sévi. Je vous avais déjà servi cette information grâce à la une de www.africatv.net. Et nous poursuivons cette fois-ci avec www.africinfo.com qui s'intéresse au taux de chômage. Taux de chômage dans le monde en 2016. Les pays africains encore abonnés au rang des cancres dans un climat de pauvreté ambiante. Taux de chômage dans le monde en 2016, les pays africains encore abonnés au rang des cancres dans un climat de pauvreté ambiante. C'est à lire avec africinfo.com qui publie également cette information décriée sur le plan politique. Les États-Unis d'Amérique apportent leur appui dans la lutte contre l'épidémie de fièvre jaune en République démocratique du Congo. C'est une information développée par Africinfo. Et puis nous allons boucler la revue de presse internationale avec cette information que nous propose www.ladépêche.fr avec cette photo illustrative qui fait donc allusion à la maladie de Zika. Eh bien, la maladie de Zika, donc développée par la Dépêche. Eh bien, alerte Zika dans la région toulousienne. 3 cas de personnes infectées par le virus Zika lors d'un voyage à l'étranger viennent d'être recensés à Toulouse. Alerte Zika dans la région de Toulouse. C'est à lire avec la dépêche.fr. Et nous bouclons avec l'express.fr qui revient sur le séisme qui a frappé l'Italie. Le bilan à la une, donc séisme en Italie, 40 secousses de magnitude 3 cette nuit. Plus d'une quarantaine de secousses ont été enregistrées dans la nuit en Italie, dont une série d'une magnitude supérieure à 3 sur l'échelle de Richter. Le bilan est fait donc dans les colonnes donc de www.l'express.fr. C'est l'essentiel de l'actualité servie donc par les plateformes numériques internationales. Merci de votre fidélité renouvelée à Matin d'Éden. Matin d'Éden, 2 heures d'émission. Nous sommes en train de boucler la première demi-heure déjà avec la revue une des journaux servis par Corneille Aissé. Vous venez de suivre également la revue de presse internationale. Dans un instant, le bulletin de l'information, une présentation de Antoinette Sagbo. Bonjour
Antoinette Sabo. Tranquille à 4 Benotin, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Juste après le bulletin de l'information, l'opinion de James William Gbagidi nous propose le titre « Le subtil carton jaune à Patrice Talon à Modeste Tobula ». Le subtil carton jaune de Patrice Talon à Modeste Tobula. Vous le savez, l'une des décisions prises en Conseil des ministres, c'est bien la mise en place d'une nouvelle structure qui va s'occuper, qui va étudier désormais les différents décrets qui seront pris par les préfets, des ministres et bien par les personnalités de la République. Analyse et décryptage de cette nouvelle mesure à suivre dans l'opinion à travers le titre, le subtil carton jaune de Patrice Talon à Modeste Tobula. Et puis, dans l'instant débat fait croiser, on va s'intéresser à la mauvaise exploitation du système d'accolage au Bénin. L'accolage, c'est bien le transport de certaines marchandises par des charlans au niveau des ports. Didier Adivo, il est expert du domaine. Casimir Pédio, journaliste économique et spécialiste des questions économiques, qui sera sur ce plateau. Voici le bulletin de l'information. Nous ouvrons le bulletin de l'information par les événements liés aux obsèques de l'ancien président du Bénin, Émile Derlin Zissou. L'ancien chef d'État Émile Derlin Zissou a reçu les derniers hommages ce jeudi. Une messe corps présent, l'église Saint-Michel de Cotonou a été présidée par le nonce apostolique Monseigneur Brian Oudégoué et concélébrée par les évêques Antoine Gagné, Cléfé Liho, Eugène Cyril Hundékon et Monseigneur Barthélemy Adoukono. Cette célébration a été interdite de couverture pour plusieurs médias par les forces de l'ordre. À la sortie de la messe, notre équipe de reportage a pu recueillir les impressions de certaines personnalités que je vous invite à suivre. D'abord, c'est un souvenir d'humilité, de rigueur et d'une très grande gentillesse. Et je crois que le président a honoré notre famille de son amitié. Il essaie de nous mettre à l'aise. Et une fois, nous étions allés le saluer pour la fête des pères, après lui avoir envoyé des fleurs. Il nous a dit, j'espère que quand je ne serai pas là, vous continuerez à m'envoyer des fleurs. Derlin Zissou est un homme d'exemple. Il a semé. Et le jour où il est mort, je considère que le grain qui ne meurt pas, qui ne pourrit pas au sol, ne peut pas produire de bons fruits. Et aujourd'hui, nous sommes ses héritiers. Et je considère que nous devons garder ça en souvenir. Il aimait notre pays. Et il a essayé de faire la promotion de notre pays partout. Je l'ai emmené voir tous les présidents africains. Et j'ai vu en quels termes il parlait de notre pays, du Dahomey, du Bénin. Souvent, quand il en parlait, il avait même les larmes aux yeux. Il aime cette terre. Il est de la génération de mon père. Ils ont été à l'école ensemble. Et quand je le vois, c'est comme quand je vois mon feu père. Ensuite, c'est un homme d'État avec toute l'expérience nationale et continentale qui va avec. Et donc, c'était toujours un plaisir de lui parler de ces choses-là, de lui parler du continent, des enjeux, des défis qui nous sont proposés. Et donc, ce sont ces souvenirs qui vous traversent quand vous venez aux obsèques de quelqu'un comme le président Zissou. Vous avez vu la pluie qu'il y a eu ce matin. C'est ça qui caractérise les grands hommes de paix, les hommes qui ont un bon esprit. Oh, c'est son franc-parler qui a disparu, son intégrité et sa rigueur dans le travail. Aujourd'hui, nous ne retrouvons plus cette rigueur. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois devant cette église même où il venait se recueillir tout en restant dans sa voiture. Et je crois que c'est une chance pour nous jeunes d'être témoins de ce genre d'événements. Nous sommes venus lui dire adieu. C'est douloureux, quel que soit l'âge qu'il a, c'est quand même douloureux de dire adieu à un patriarche. Je souhaite vraiment que la terre lui soit légère et surtout que la jeunesse béninoise puisse s'inspirer du modèle qu'il a été pour que nous puissions construire notre. Et puis, juste après cette messe qui a été dite à l'église Saint-Michel de Cotonou, en présence
du président de la République, des présidents des institutions de la République et plusieurs personnalités des délégations étrangères. L'ancien président a été donc inhumé au cimetière d'Apapa dans le caveau familial. Et puis sur un autre plan, on va s'intéresser au métier des douanes. Les concours de recrutement à la fonction publique au profit de la douane ont souvent drainé beaucoup de personnes qui se font une certaine idée sur le métier. Qu'est-ce qui attire alors tant de personnes vers cette catégorie de profession? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Serlan et de Damien Pedro. Le douanier est un fonctionnaire de l'État investi du pouvoir public qui peut porter les attributs de la puissance publique, à savoir une tenue, des armes pour assurer le recouvrement des recettes au profit du trésor public. Son travail se déroule aux frontières et à l'intérieur du territoire national dans différentes brigades. Depuis quelques années, on remarque l'engouement de nombreux jeunes pour ce métier. Et cela se justifie davantage par l'effectif pléthorique de postulants au concours de recrutement de la douane. Comment peut-on expliquer cet état de choses? Marcelin Zanon, ancien colonel des douanes à la retraite, a son idée sur la question. Le douanier qui fait correctement son travail va gagner beaucoup d'argent. Ça, l'État a prévu cela. Rien que les parts de saisissants, les primes et indemnités que l'État verse aux douaniers lorsqu'ils font bien leur travail, contrairement aux anciens douaniers, il n'est pas rare que les jeunes fassent des dépenses ostentatoires, exposent des biens, montrent un début d'embourgeoisement, ce qui, à tout le moins, attire les regards. Quand tu es douanier, peut-être en 5 ans, tu as la possibilité d'avoir ta voiture, d'avoir une maison. Ah mais lui, depuis 10 ans, il travaille pour le même État, mais il n'a pas ça. Ah ben il faut que mon enfant aille là, parce que tout le monde souhaite que son enfant soit dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, la douane est devenue un fonds de commerce où tous les politiciens veulent avoir un douanier quelque part à une frontière. C'est ça qui a conduit que lorsque on lance un concours pour recruter peut-être 5 ou 10 douaniers, on a près de 10 000 candidats. Et lorsque ça se passe comme ça, eh bien, il faut s'attendre à tous les excès. Et les excès, c'est que donc il faut forcer pour entrer, eh bien, on peut le faire par des moyens frauduleux. Une thèse que ne refutent pas quelques anciens candidats aux concours antérieurs au profit de la douane. À chaque fois quand j'entends ils ont attrapé des marchandises, ils ont fait ci, ça suscite quelque chose en moi. En vouloir être avec eux, à travailler avec eux. C'est un métier qui donne beaucoup. Voilà. Sans rien faire, tu as l'argent. C'est des belles maisons, des belles voitures, surtout de l'argent. Tu as tous les moyens qu'il te faut. Si tu as eu la chance d'être un douanier dans ta vie, tu as tout. Ça donne beaucoup de l'argent. La plupart des douaniers sont aisés. Je ne connais pas un douanier qui est pauvre. Et tout le monde veut être riche. Et c'était l'occasion pour moi d'intégrer la fonction publique. Si devenir douanier semble être pour certains jeunes et certaines familles le moyen le plus sûr de se porter en tête de l'échelle sociale, il est aussi bien de savoir que l'incivisme fiscal des populations fait courir des dangers colossaux aux douaniers. Il y a la possibilité potentielle qu'il soit facilement corrompu, qu'il donne dans la corruption, qu'il donne dans la prévarication, toute chose contraire à l'éthique. Il est déjà arrivé que des douaniers, dans l'exercice de leur fonction, aient été appréhendés par les fraudeurs qui, à des moments donnés dans ce pays, ont attaché le douanier sur un arbre et ont mis du feu en bas. Il est déjà arrivé que des contrebandiers aient assassiné des douaniers qui travaillaient pour le compte de l'État. Riche d'environ 700 agents, la douane béninoise contribue en grande partie au renflouement des caisses publiques. Hors du Bénin, le secrétaire d'État américain John Kerry, en visite au Nigeria, a échangé avec les étudiants du pays. Ces échanges ont porté sur des mutilations génitales féminines avec les étudiantes. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé que le gouvernement des États-Unis fera un don de 100 millions de dollars pour soutenir les étudiantes au Nigeria. On l'écoute. You also have this issue of mutilation, which is. Vous avez également le problème de la mutilation, ce qui est quelque chose qui est évidemment culturel. Nous comprenons cela. Mais il va à l'encontre de l'autonomisation de l'individu et les droits sur une personne. Je vous salue donc pour votre courage, je vous salue pour votre vision et votre engagement.
pour essayer d'aider à changer les choses. Après plusieurs jours de campagne, les électeurs gabonais seront conviés donc aux urnes demain, 27 août, pour désigner le prochain président de la République. Dans la cité pétrolière de Port-Gentil, frappée par la chute des prix du baril, les violences post-électorales de 2009 sont encore dans tous les esprits. Beaucoup de Français sont partis par mesure de prévention et les Gabonais n'ont plus de travail. Reportage. La colère gronde à Port-Gentil avant l'élection présidentielle du samedi 27 août. Rebelle par nature, la deuxième ville du pays souffre de la chute du cours du pétrole qui a fait la fortune de cette cité et aujourd'hui son malheur. Pour nous, nous partions de 2004 à plus de 500 employés. Et aujourd'hui, nous avions été frappés à plus de 75% de réduction des effectifs. Depuis le début de la crise en 2014, le syndicat des salariés du pétrole dénombre 2500 licenciements rien que parmi ses adhérents. Non seulement au sein des majors comme Shell, mais aussi de leurs prestataires. Si ces personnes manifestent leur frustration dans les urnes, bien ça peut être dommageable pour le candidat du gouvernement en place. En 2009, des violences ont éclaté à Port-Gentil après l'annonce de l'élection d'Ali Bongo, qui prenait la place de son père. Fabrice travaillait pour une société américaine de forage. Il a ouvert un bar après avoir été licencié. Je suis obligé de faire ça pour subvenir aux besoins de ma famille. Je souhaiterais simplement que le scrutin du 27 se passe dans la bonne ambiance, que celui qui aura perdu accepte qu'il a perdu. Au Gabon, plus petit membre de l'OPEP, le résultat des élections se mesure souvent au prix du baril, tout comme la réaction des habitants au résultat. Toujours au Gabon, le candidat de l'opposition gabonaise Jean-Ping poursuit sa campagne. Objectif principal, battre son adversaire principal, Ali Bongo, demain, 27 août. Entre deux réunions publiques en province, il confie en exclusivité aux confrères de l'agence France Presse l'histoire de son père, un Chinois adopté par l'Afrique. Reportage. La victoire ne peut pas nous échapper. Jean-Ping, 73 ans, ce métis sino-gabonais de taille moyenne, candidat de l'opposition à la présidentielle gabonaise, parcourt le pays pour convaincre les électeurs à voter pour lui. Peu charismatique, ses paroles n'ont jamais soulevé des foules. Et pourtant, ses meetings sont de plus en plus suivis depuis le lancement de la campagne électorale le 13 août. Derrière la nonchalance de façade se cache une redoutable intelligence et un fin tacticien. Mon père est parti de Chine dans les années 20. Il est parti de la Chine pour aller en France, pas pour aller en Afrique. Et à cette époque, sa famille lui a dit « Tu vas en France pour 3 ans, riche ou pauvre, tu reviens ». Il a rencontré un autre Chinois qui l'a dit « Allons en Afrique ». Et ils allaient en Afrique pour faire du colportage. C'est-à-dire qu'ils prenaient des bibelots chinois en général en Europe, les vendaient tout le long de l'Afrique, dans les bateaux. Alors que le régime d'Ali Bongo essaie de le discréditer par tous les moyens, surtout à travers la révélation de récents scandales présumés de corruption l'impliquant lui ou ses proches, Jean-Ping, très proche des milieux d'affaires chinois, se défend et attaque. Toute la forêt gabonaise est entre les mains des Chinois. Et chaque ministre a une affaire avec... Avez-vous appris que je suis là-dedans? Avez-vous appris que j'ai un contrat forestier avec un Chinois? Ce sont la nomenclature, le président de la République lui-même, ses ministres, qui ont chacun sa forêt et chacun son Chinois. Ali est rejeté par toute la population. Sa seule force, c'est de vouloir passer en force, en trichant et en faisant tout ce que vous pouvez imaginer. À travers des paupières presque closes, perce des yeux vifs qui en disent long sur les ambitions de l'ancien diplomate. S'il a basculé tardivement en 2014 dans l'opposition, comme toute une génération d'anciens caciques du régime Bongo père, Jean-Ping a su écraser la concurrence pour s'imposer en leader. Il a rallié à sa cause 2 autres poids lourds de la vie politique, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guy Nzuba, et l'ancien Premier ministre, Casimir Oyemba. Nous sommes
ensemble, c'est quand même considérable. Je crois que dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois que l'opposition arrive à constituer une alliance de ce genre. Alors que certains lui reprochent d'avoir été pendant plus de 20 ans l'un des piliers du régime Bongo, pour Jean Ping, c'est parce qu'il faisait partie du système qu'il est une partie de la solution. L'élection se tiendra, l'élection, rappelons-le, c'est une élection à un seul tour qui se tiendra donc demain samedi 27 août. Jean Ping, père de 2 enfants issus des entrailles d'une des sœurs du président, de son principal adversaire, Ali Bongo. Ali Bongo, c'est en même temps son beau-frère. Vous le voyez, le combat se fera dans les urnes demain samedi 27 août au Gabon. Une actualité que nous suivrons pour vous de près. Et puis, loin du Gabon, les collègues du journaliste burundais Jean Birgiriman, voilà, a disparu, ont donné une conférence de presse un mois après sa disparition. Père de 2 enfants, Jean Birgiriman, qui travaille pour un journal local indépendant Iwaku, a été vu pour la dernière fois le 22 juillet dans la province de Muramvia, à environ 50 km de la capitale Bujumbura. Écoutons les propos du directeur de publication du journal Iwaku. Un mois après, le 22 août, nous avons jugé bon de commencer une semaine d'hommage à notre collègue. Alors, comme activité, d'abord, nous avons fait un blackout sur notre site, le site qui est en quotidien, le site qui a la web TV, le site qui émet différentes informations variées par jour. Et puis au Zimbabwe, les populations sont mécontentes vis-à-vis de leur gouvernement. La vague de manifestations qui a secoué le Zimbabwe ces derniers mois contre le régime du président Robert Mugabe fait l'unanimité contre lui, a estimé mardi Justina Mukoko, une célèbre militante des droits de l'homme de ce pays, arrêtée et torturée par le régime zimbabwéen en 2008. Reportage. Depuis le mois de juin, le Zimbabwe connaît une série de manifestations contre la politique économique du président Robert Mugabe au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980. La mesure qui cristallise notamment la colère des Zimbabwéens est l'introduction de billets d'obligation, une devise à parité avec le dollar américain qui fait craindre un retour de l'hyperinflation. Les Zimbabwéens sont en train de dire que ça suffit. Nous ne voulons pas de billets d'obligation. Nous aimerions que le gouvernement nous écoute quand nous parlons de la pauvreté grandissante dont souffrent tous les Zimbabwéens. Les manifestations pour interpeller le gouvernement sont régulièrement dispersées par la police à coups de matraques ou de gaz lacrymogène. Début août, Robert Mugabe avait prévenu que les manifestations contre lui étaient inutiles car elles s'achevaient dans la violence. Mais depuis, les protestations continuent. Pour Justina Mukoko, c'est la preuve que les Zimbabwéens ont transcendé la peur et sont désormais unis pour lutter contre le régime Mugabe. La colère était compartimentée. Il y avait des fermiers blancs, des journalistes, des militants de la société civile, des syndicalistes qui étaient en colère à des niveaux différents et à des moments différents. Et certaines personnes pensaient qu'elles n'étaient pas concernées. Mais je pense que ce que nous avons maintenant, c'est que cette pauvreté profonde a uni tous les Zimbabwéens et d'une certaine façon, les gens parlent d'une seule voix. Et le changement qu'on voit, c'est qu'ils n'ont plus peur de sortir dans la rue. Le Zimbabwe est traumatisé par l'inflation délirante qu'il avait connue entre 2008 et 2009 de l'ordre de plusieurs milliards, ce qui avait poussé le pays à abandonner sa devise nationale. Dernière information avant de boucler ce bulletin de l'information. Intéressons nos femmes norvégiennes qui doivent désormais participer au service militaire. Soucieuse d'égalité des sexes, la Norvège impose le service militaire aux femmes, souvent logées dans des chambres mixtes avec leurs frères d'armes. Reportage. Ces jeunes recrues s'initient au fusil d'assaut juste au-dessus du cercle polaire. Depuis cette année, le service militaire en Norvège est devenu obligatoire pour les filles aussi. Elles découvrent un milieu très masculin. J'ai remarqué que certains garçons n'avaient pas l'habitude de vivre avec des filles, de coopérer. Mais je pense que ça va aller. Les besoins annuels de l'armée étant inférieurs à 10 000 conscrits,
En réalité, seuls les plus motivés seront appelés sous les drapeaux. Cette conscription militaire mixte est une première en Europe. Cela fait près de 40 ans que les Norvégiennes peuvent se porter volontaires au service militaire. Mais jusqu'ici, elles ne représentaient que 9% des effectifs. Au début, on est un peu timide, on ne sait pas trop comment se comporter en présence des filles. Mais passé la gêne initiale, on se relâche et les filles deviennent rapidement des nôtres. Car l'égalité va jusque dans les dortoirs. Les filles sont souvent logées dans les mêmes chambrées que leurs frères d'armes. Selon une étude parue en 2014, les dortoirs unisexes favoriseraient un phénomène de dégenrisation. L'introduction du service militaire mixte obligatoire n'accentuera pas le harcèlement sexuel. D'ailleurs, je pense que ça aura un effet inverse. Cela va normaliser la situation et de toute façon, je ne vois vraiment pas de problème dans mon unité. Déjà championne de l'égalité homme-femme, la Norvège espère avec cette mesure faire la guerre aux derniers préjugés. Cette année, un tiers des conscrits étaient des femmes. C'est sur ces images que nous mettons un terme au bulletin de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à vous, Antoinette Sabot, de l'avoir présenté. Tranquille à 4 Benoît, merci. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision, 13h, 17h, 20h, 23h30. James William Baguidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquille à 4 Benoît. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et bien sûr aux auditeurs. L'opinion, le subtil carton jaune de Patrice Talon à Modeste Tobula, à suivre dans l'opinion. Il compte parmi ceux qu'une partie de la presse béninoise appelle déjà les pyromanes du nouveau départ. L'hyperactivisme assumé et le zèle que met le préfet du littoral Modeste Tobula a exercé ses fonctions n'ont en tout cas laissé indifférentes personnes ces derniers mois. Et surtout pas Léa Divina Nsoglo, maire de la ville de Cotonou, à laquelle se confond ce que le préfet appelle pompeusement son territoire. Mais les décisions et agissements de l'homme n'ont pas dû échapper non plus au chef de l'État, Patrice Guillaume Athanase Talon, qui a en jugé par un sibyllin passage du communiqué issu du Conseil des ministres du mercredi 24 août dernier, a décidé de serrer un peu la vis à son truculent préfet et à quelques autres serviteurs trop enthousiastes de son fameux nouveau départ. Une très dynamicale demande d'explication au maire de Cotonou pour faire d'absence à la cérémonie de sa prise de fonction en qualité de préfet. C'est ainsi que s'est signalé Modeste Tobula dès le lendemain de son installation à la préfecture du littoral. Depuis, en moins de temps qu'il ne faut pour s'en rendre compte, le nouveau responsable administratif s'est distingué par plusieurs autres actions d'éclat, des plus salutaires aux plus impopulaires, dans un élan opiniâtre. Définition de ligne rouge à ne pas tenter de franchir en cas de manifestation dans l'espace public sur son territoire, interdiction de circulation aux engins à 2 roues dans et autour des marchés d'Antokwa et Missebo, c'est là également sur son territoire, instauration d'une matinée de salubrité chaque premier samedi du mois, avec interdiction de circuler sur les axes routiers pour toute autre voiture que celle de l'administration ou disposant d'un statut particulier sur son territoire, réaménagement des horaires de circulation des camions dans le département du littoral, son territoire, menace de déguerpissement des occupants illégaux des trottoirs et de l'abord immédiat des établissements d'enseignement public sur son territoire, etc. En quelques semaines, Modeste Tobula aura dépoussiéré et pris des arrêtés préfectoraux divers et variés, tout en veillant à leur stricte application. Ceux qui, comme les étudiants, ont essayé d'outrepasser ces instructions en ont gardé de douloureux souvenirs. Mais la conduite du nouveau préfet, fougueuse et musclée, parfaitement légitime à certains égards, porte en elle les germes d'un risque d'impopularité pour le régime Talon. En justifiant malgré ses excuses la répression de la manifestation étudiante lors de son entretien avec les journalistes le 1er août dernier, le président Patrice Talon a semblé donner un blanc-seing à son obligé pour poursuivre cette action d'éclat, ce dont ce dernier ne s'est naturellement pas privé. Mais désormais, les choses vont changer. Et le texte du communiqué du dernier Conseil des ministres le précise dans son 6e point intitulé « Renforcement de la gouvernance de l'action ministérielle ».
Je cite, « Le Conseil a relevé que les actes réglementaires pris dans les ministères et les préfectures devront être en harmonie avec la politique de la nation dans tous les secteurs pour lesquels ces actes sont pris. Plus loin, pour renforcer cette cohésion et assurer le suivi des actes administratifs, un mécanisme est mis en place à la présidence de la République à travers la création d'une cellule d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. » Fin de citation. S'il ne s'agit pas là d'un coup d'arrêt aux agissements de Modeste Tobula et d'autres serviteurs zélés du régime dit de la rupture, que l'on veuille bien me dire ce que c'est. Le préfet du littoral n'est pas directement ou personnellement indexé, certes, mais il faut beaucoup de myopie pour refuser de voir en cette décision gouvernementale un pur hasard. Carton jaune donc au préfet. Et au ministre trop pressé, on se souvient de l'arrêté pris dès sa nomination par Lazare Sefuito, qui a déclenché la première polémique de l'ère du nouveau départ autour de la suspension de ceux qui étaient alors de hauts cadres du ministère, héritiers de l'ancien régime. Tout de même, il n'est pas dit que le préfet du littoral et les autres sont interdits d'action dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais désormais, il sera clair pour la population, que chacun de leurs agissements aura obtenu l'assentiment direct du chef de l'État en personne. Le holà au préfet n'est pas encore un coup d'arrêt à l'impopularité qui s'en vient. C'est mon opinion et je la partage. La plupart des canards parus ce jeudi ont mis à l'heure une, en tout cas on fait allusion à cette information, à ce conseil des ministres, et dans leur point de mire, dans leur ligne de mire, c'est bien Tobula qui a été visé. Mais en réalité, est-ce que le décret, pas le décret, la décision du gouvernement vise Modeste Tobula? Vous-même, dans le titre de votre chronique, le subtil carton jaune de Patrice Talon à Modeste Tobula. Pourquoi c'est Modeste Tobula? Parce que c'est lui, le plus zélé serviteur aujourd'hui du nouveau départ, et celui qui apporte le plus de risques d'impopularité au gouvernement. Et il agit, parfois on se demande s'il a consulté le chef de l'État avant de prendre certaines décisions. Parfois on se demande si le chef d'État aurait pris ces décisions-là et s'il les aurait prises maintenant. Donc, à des moments donnés, on se rend bien à l'évidence que le préfet, il était vraiment dans une telle fougue qu'il allait vite, très vite, peut-être même trop vite. Quand il a été interrogé, le président de la République, à l'occasion du 1er août, sur les agissements, en tout cas notamment la répression des étudiants, le chef d'État a commencé par présenter des excuses. Et c'est important, c'est pour dire que dans les mêmes circonstances, il n'aurait certainement pas agi de la même manière. C'est pour dire qu'il regrette que le préfet soit allé jusqu'à ordonner aux forces de l'ordre de matraquer les étudiants, de les gazer. Et quand il a fini de dire ça, naturellement, pour ne pas désavouer publiquement son préfet, chose que Boniaï ne se serait pas donné la peine de faire, le président de la République a rappelé les principes que le préfet a émis et sur lesquels la répression a eu lieu. C'est-à-dire que les zones considérées comme des zones stratégiques ne devraient pas faire l'objet ou être envahies par des manifestants, quelles que soient les motivations. Donc voilà comment le chef de l'État, on peut percevoir sa posture vis-à-vis de Modeste Tobula. C'est tellement un de ses partisans les plus actifs pendant la campagne électorale. Vous avez peut-être pu vous en rendre compte il y a quelques mois, quand on était encore en campagne, ou si vous connaissez la page Facebook de Modeste Tobula, vous pourrez aller vérifier quelques publications antérieures, si elles n'ont pas déjà été retirées. En tout cas, c'était un partisan du président de la République. Et avec l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, sans doute a-t-il voulu récompenser celui-là. Et d'ailleurs, la presse se presse de dire qu'il est le seul parmi les partisans du chef de l'État à avoir obtenu 2 grandes nominations. Oui, dans un premier temps, à la direction de l'environnement. La direction générale, la FNEC, le Fonds national pour l'environnement. Bon. Et ensuite, quelques semaines plus tard, il a été nommé préfet du littoral. Donc voilà un peu comment il est devenu une des personnalités les plus importantes, notamment dans ce département du littoral. Et il marche sur les plates-bandes de la mairie, là où le maire
hésite à prendre des décisions impopulaires parce qu'il sait que les élections suivantes risquent de lui être fatales, le préfet n'a pas de mandat électif, il agit et malheureusement, le chef de l'État qui a le mandat électif, puisque c'est lui qui a nommé le préfet, c'est sur lui que risque de rejaillir l'impopularité que les actions du préfet vont engendrer. Et c'est, à mon sens, pour cette raison que, sans vouloir être très clair dans le désaveu que le chef d'État vient de lui infliger, il a quand même voulu mettre un terme à ces agissements qui commençaient à devenir un peu trop tapageux. Vous l'avez rappelé dans votre chronique, lorsque le gouvernement de Patrice Talon a commencé par égrener ses premières heures, il y a quand même un certain nombre d'actes posés par ses collaborateurs, certains de ses collaborateurs, et qui ont fâché, en tout cas, les populations. Vous avez rappelé le cas du ministre du Commerce, ministre du Commerce Lazare Serretor. Au-delà de ce ministre-là, il y a eu également la décision, à un moment donné, de retirer les gardes du corps, les policiers qui sont dans le dispositif de sécurité des honorables députés, mais qui a également fâché. Donc, en gros, on peut comprendre que ce n'est pas uniquement le ministre Toboula, le préfet Toboula qui est visé à travers cette décision du gouvernement. Ah non, la décision que vous venez d'évoquer a été prise en conseil des ministres, c'est-à-dire le retrait des gardes de corps aux députés. Elle a été prise en conseil des ministres et le chef de l'État ne peut pas prétendre ne pas savoir que ce genre de décision a été prise. Il ne nous l'a pas encore habitué. Il y a eu le volte-face quelques jours après. Oui, bien entendu, parce que les députés lui ont rappelé. Parce que je pense que c'est dans la fougue de l'arrivée au pouvoir, dans la volonté de remanier ou de remettre les choses dans l'ordre que la décision a été prise. Bon, on se dit, ben, les militaires doivent, eux, seuls, être gardes du corps. Policiers et gendarmes ne doivent plus servir à cette fin-là. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu retirer les gardes du corps. Mais les députés qui sont quand même dirigés par un grand juriste ont rappelé au chef de l'État leur autonomie en la matière. Et au-delà de ça, ils lui ont rappelé qu'il n'a aucun droit de leur désigner qui ils vont utiliser comme garde du corps. Maintenant, dans le modus operandi, ils ont dit les prochains qui vont solliciter des gardes du corps doivent le solliciter uniquement au sein de l'armée et ceux qui les ont déjà au niveau de la gendarmerie, de la police, peuvent les garder. C'est cette entente-là qui a fini par mettre tout le monde d'accord. Maintenant, ça c'était une décision gouvernementale. Les décisions ministérielles, les arrêtés ministériels peuvent être pris au sein d'un ministère sans consultation du chef de l'État. Les arrêtés préfectoraux peuvent être pris au sein de la préfecture sans consultation du chef de l'État. Le préfet qui constate qu'il y a engorgement des trottoirs, que les citoyens ne parviennent pas à circuler normalement et sont parfois obligés de partager la chaussée avec les voitures parce que des commerçants ont installé leur baraque sur le trottoir. Le préfet a-t-il besoin vraiment de contacter le chef de l'État pour lui demander? Et c'est là justement la problématique. On a reproché au système qui était passé la création d'un certain nombre de structures, de ministères même rattachés directement au président, à la présidence de la République. Aujourd'hui, avec la mise en place de la cellule d'analyse et d'enregistrement des actes préfectoraux, et en tout cas d'autres décrets des ministères, vous ne voyez pas à ce niveau qu'il y a un problème. Le gouvernement même qui a dit qu'il va respecter tout le temps la hiérarchie. Oui, justement, c'est parce que cette hiérarchie-là devait être respectée que pendant les premières semaines, dans les premiers mois, le gouvernement ne s'est pas embarrassé d'aller chercher à savoir ce que tel préfet est en train de rédiger comme arrêté préfectoral, tel ministre est en train de rédiger comme arrêté ministériel. Mais la conséquence, c'est celle que nous avons constatée, c'est que le préfet, notamment du littoral, s'est lancé dans une série d'actes où, et d'abord, il a dépoussiéré les préfet lui-même, il est sous la tutelle quand même d'un ministre. Oui, mais on constate, si le gouvernement en vient à dire qu'il faut que les arrêtés ministériels et préfectoraux soient analysés par une cellule présente à la présidence de la République. Vraiment quelle est l'opportunité de cette cellule? Avant de répondre à la question de l'opportunité, moi je cherche la cause, la raison pour laquelle cette décision a été prise. La raison, c'est qu'on a constaté qu'il y a des ministres et des préfets, un préfet, qui prennent des actes qui posent problème, notamment, même si ces actes sont à bien des égards légitimes, hein, je l'ai dit dans la chronique, mais qui posent des problèmes d'impopularité au gouvernement. Donc, il fallait peut-être mettre un peu de haut là. Et maintenant, au-delà de ça, est-ce que cela est pertinent que encore une nouvelle structure
Nous avons, quand le président de la République est arrivé, il a supprimé une grande quantité de structures de toutes formes et de toutes sortes créées par le gouvernement précédent. C'était pour, nous a-t-on dit, réduire les charges de l'État. Si les résultats qui nous ont présentés sont vrais, c'est que les charges de l'État ont été abondamment réduites grâce à ces suppressions. Voilà que le chef d'État vient encore de décider à son tour de créer des structures. Il y en a déjà un certain nombre qui ont été créées à la présidence de la République. Celle-là va s'ajouter à celle qui existe déjà. On ne sait pas quel sera le niveau de rémunération de ses membres. En tout cas, elle va exister. Elle va avoir pour fonction d'analyser les éléments, les actes pris par, les actes réglementaires pris par les préfets et les ministres. Et cela, à mon sens, s'il faut analyser cela, c'est qu'on dépasse un peu les bornes. On n'a pas besoin de ça. Mais on est dans un système où des acteurs du système on a des collaborateurs qu'on n'arrive pas à maîtriser. Voilà, qu'on n'arrive pas à maîtriser et on a été obligé de créer cela pour le mettre un haut là. Merci à vous, M. William Gbagidi, l'opinion, le subtil carton jaune de Patrice Talon, à Modeste Toboula. Si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez suivre donc cette chronique sur notre page, notre site web www.benin- le tiret simple, pas le tiret de 8, benin-eden.tv. Matin d'Eden se poursuit. Moriagoua, bonjour. Bonjour Tranquillin Akal Benotin, bonjour aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. On va pousser très rapidement la chansonnette avant de retrouver la tisse du jour. Tout à fait. Celui qui a poussé la chansonnette, il s'est déjà prêté à l'exercice sur notre télévision et la radio Diaspora FM. Aujourd'hui, il revient avec une chanson de Bézé. Merci de le recevoir chez vous. Demenumano de Simbiranda Lijibojae, Awahete na Idoen, Awahete na Idoen, Wesenu de Wepechi, Bonaidonido, Demenumano de Simbiranda Lijibojae, Gohuto Hugo, Ye, Midonou de Weche pour les Mankoukou, non voyez. Bref, quand vous allez vers cela, vous voyez que c'est la littérature, c'est la poésie. Et c'est le lyrisme à l'exponentiel. Allez les amis, poussons la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM. Allez les amis, poussez. Poussons. James, qu'est-ce qu'il fait rire? Non, mais je ne fais que répéter. Je ne m'attendais pas à ce que vous répétiez. Del monde l'aide. Florent Sassressou qui revient pour la énième fois sur nos antennes. Voilà, c'est un homme de culture, tout simplement. Oui, un grand homme de culture qui a décidé de retourner dans le répertoire du Tchengomé. C'est tout à son honneur. Voilà. Et puis, Moriagoua, merci à vous. L'artiste du jour, il a nom Acido, vous le connaissez? Oui, Acido. Et société du groupe Afafa. Ce groupe-là nous manque vraiment. Beaucoup, parce que c'était un trio qui véritablement a émerveillé les Béninois à travers la musique qu'ils avaient commencé par produire, mais malheureusement, les groupes ne résistent pas longtemps chez nous à cause des intérêts que vous savez. Voilà, aujourd'hui, ils sont séparés. On leur souhaite bonne chance. Bon, voici Acido qui nous propose un titre pour le plaisir de vous qui nous regardez actuellement. C'est d'accord. On y va. DJ, donne le cas. À mon signal. On y montre la tête. Attention là. Attention. La petite fille la jolie là. Merci elle a la jolie voiture. Attention. La petite fille la jolie là. Merci elle va rentrer beaucoup d'argent. C'est qu'il a trouvé. Il a cherché. Je ne sais qu'il a trouvé. C'est lui-même il a cherché. C'est qu'il a trouvé, il a cherché. Je ne sais qu'il a trouvé, c'est lui-même il a cherché. C'est d'accord. Elle s'appelle Awa, c'est la fille du quartier là. Elle s'appelle Bouja, c'est la fille du quartier là. Il n'a pas reconnu que c'était la petite fille là de son quartier. Elle a mangé, elle a grandi comme un poulet de blanc. Il a regardé son derrière, ça bougeait comme ça. Il a regardé sa démarche, elle est restée
Samba, samba, c'est d'accord. Procureur va t'attraper, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Procureur va t'attraper, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Elle est trop pressée parce qu'elle a poussé les petits, c'est pointu. Elle va te combattre avec ses bons jokers comme ça. Elle n'a que 16 ans, elle te dit qu'elle a 19 ans. Elle n'a même pas BPC, elle te dit qu'elle a pas plus de. Oui, les petits filles sont trop pressées. C'est la liberté qui la dérange. Tiens, la gola va tout faire son frère. Elle dit que son papa est aux États-Unis, que sa maman est au Royaume-Uni, que tous les mois on lui envoie l'argent, beaucoup, beaucoup là. Y'a c'est l'argent de sa scolarité qu'elle envoie toujours pour faire mal. Attention là, attention, la petite fille la jolie là, mais si elle a les jolies voitures, attention, la petite fille la jolie là, mais si elle a pas rentré beaucoup d'argent, attention, la petite fille la jolie là, mais si elle a les yeux qui l'ont doudou, attention, on ne peut que de l'attention, mais si elle a des vides, je suis là. Procureur va t'attraper, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Procureur va t'attraper, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Faut pas déconner, faut pas déconner. Laissez la petite chronique. Faut pas te tromper. Faut bien regarder. Comment vous dites? Faut pas te tromper. C'est pourquoi c'est amère. Quand c'est mûr, c'est orangé. C'est que de casser les trous. Les petites filles là, elles ont besoin de sécurité, oh. Les petites filles là, elles ont besoin de conseillers, oh. Quand c'est pas mûr, c'est faut pas déconner. C'est pourquoi c'est amère. Quand c'est mûr, c'est orangé. C'est pourquoi c'est laissez la petite fille la grandir quand même. Attention, à méfier. À laisser l'attention, la grandir là. Méfier. À laisser la petite fille la grandir quand même un peu. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h.
plusieurs mois d'absence, votre émission Droit et Devoir revient avec des sujets encore plus intéressants, des thèmes qui touchent votre quotidien. Prenez donc le rendez-vous. Les infos sur Eden TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce journal. Mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Très ravi de vous retrouver. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passé d'agréables moments en notre compagnie. L'instant débat a fait croiser tous les jours sur Eden Télévision, Diaspora FM 102.3, deux médias qui émettent depuis l'espace Afrique. Suivra le thème du jour, la mauvaise exploitation du système d'accoulage au Bénin. Big Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquillin, bien longtemps, chers amis auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous irons au port autonome de Cotonou, l'un des poumons, sinon le poumon par excellence de l'économie nationale. Un poumon qui malheureusement reste délesté et sauvagement rogné, je vais dire, notamment par les sociétés admises, agréées, notamment pour l'exploitation, notamment des manutentions, de l'accollage et j'en passe. Pour connaître de la question, deux invités sur le plateau, un spécialiste, en tout cas du domaine, j'ai nommé Didier Djivor, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Enchanté également d'être avec vous. En face de vous, un journaliste économique, en tout cas spécialiste des questions économiques, dont nous avons l'habitude sur ce plateau. C'est bel et bien Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Daba. Est-ce que vous connaissez un bout du système d'accollage au Bénin? Oui, pour m'avoir spécialisé depuis quelques années déjà dans le domaine économique et surtout pour un pays un peu particulier, en Afrique de l'Ouest, le Bénin. Ces questions sont des questions forcément que vous devez pouvoir maîtriser. Donc, à l'occasion, j'ai été, j'avoue, c'est un secteur un peu complexe. Donc, on n'y va pas là-bas en balade. Nous avons donc l'un des spécialistes sur le plateau qui va vraiment nous permettre de bien comprendre ce système-là. L'accollage, c'est quoi, M. Djivor? Je vous dirais merci d'abord de m'avoir reçu ou de me recevoir sur ce plateau. L'accollage, c'est l'ensemble des opérations juridiques et matérielles qu'implique la prise en charge, la garde, la manutention et la délivrance de la marchandise conformément à la loi 2010-11 du 7 mars 2011 portant code maritime en République du Bénin, article 427. L'accollage est exercé par les accognés, bien sûr. L'accognée qui est l'un des corps de métier de la chaîne des transports maritimes. Vous devez connaître que sur la chaîne des transports maritimes, il y a beaucoup de corps de métier qui y concourent, parmi lesquels l'accognée. Vous êtes un acteur, un spécialiste du secteur, du système d'accollage. Quel est l'état des lieux aujourd'hui au Bénin? Je crois qu'il faut d'abord que je me présente bien. Je suis Didier Abel Djivor, je suis un technicien de la chaîne béninoise des transports maritimes et j'interviens beaucoup plus dans les formalités administratives et douanières, ce qui m'a permis de mieux comprendre et de répertorier les incohérences qui en cours. Et si vous me demandez l'état des lieux, je vous dirai maintenant que chez nous en République du Bénin, pour être accognée, il faut être agréé. Et jusqu'ici, nous n'avons que la seule structure légale, la SOBEMAP, créée depuis le 27 mars 1969 par celui à qui nous avons rendu les hommages hier, le président Émile Hervé Zinsou. Donc, l'état des lieux ici, comme je viens de vous le dire, nous n'avons qu'une seule société agréée
régulièrement agréés. Par contre, tous les autres privés que vous trouverez en train de tourner sur la chaîne béninoise des transports maritimes, retenez bien qu'aucun d'eux, à ce jour, ne détient un agrément régulier pour l'exercice de la dite activité. Voilà ce que je pourrais vous dire. Mais comment comprendre cet état de choses alors? Que des sociétés n'aient pas été agréées pour mener une activité, mais qui la font? Ce n'est pas la première fois que nous vivons une pareille situation. Vous aviez vu dans ce pays une affaire ICC où des gens n'ont pas été agréés et ont exercé. Par contre, revenons dans le cadre qui est le nôtre. Ça étonne que l'on retrouve des sociétés qui sont sans agrément et qui exercent sur la chaîne. Pourquoi? Cherchant un peu, j'ai constaté finalement qu'il y a amalgame entre deux corps de métier, la manutention et l'accolage. Les sociétés qui sont là, qui exercent dans le domaine de l'accolage, n'ont reçu que des agréments pour exercer dans le domaine de la manutention. Retenez... On peut faire une différence rapidement entre accolage et manutention, puisque vous parlez d'amalgame. La manutention, ça n'a pas été défini dans ce document, ça n'a pas été défini dans la loi 2010-11 du 7 mars 2011. Mais dans la pratique, il y a une différence. Mais dans la pratique, il y a une différence. Je vais vous dire que si la loi même ne définit pas la manutention, nous avons, le Bénin appartient à un espace UEMOA, à un espace économique. Et au sein de cet espace économique, vous constaterez au moins que au niveau de la directive 03-2008e UEMOA du 28 mars, la notion de manutention a été tout au moins définie. Et je ne sais si vous voulez que je vous dise ce que c'est que la manutention conformément à la directive que je viens de citer, si vous me allez-y, ça nous permettra de mieux comprendre. D'accord, conformément à cette directive que je viens de vous citer, le manutentionnaire est l'auxiliaire de transport maritime faisant profession habituelle de procéder à titre principal aux opérations matérielles de chargement et de déchargement des navires, de manipulation des marchandises sur les quais, terre-pleins et hangars, et d'effectuer, s'il y a lieu, les opérations juridiques de réception et de reconnaissance de la cargaison. Je vous mets l'accent sur ceci. Le manutentionnaire ne fait que des opérations de réception et les opérations juridiques, je précise bien, les opérations juridiques de reconnaissance et de réception de la marchandise. L'accognée est au-delà de la réception et de la reconnaissance. Lui fait de la prise en charge. Il fait de la garde. Et puisqu'il ne garde pas pour en devenir propriétaire, il fait de la livraison. Donc, l'accognée est le dépositaire. Un exemple, vous me prenez une marchandise pour la garde, et vous devez quand même de la garder dans un bon état, ou tout au moins dans l'état dans lequel vous l'avez pris. Donc l'accognée, c'est son rôle. Il prend, il garde, il livre, et voilà. Casimir Pédior, vous êtes journaliste des questions économiques, vous avez longuement enquêté sur cette affaire. Pourquoi ce flou? Pourquoi depuis des années, c'est uniquement on a une société d'État agréée pour faire le travail. Il y a des privés qui ne sont pas agréés, qui sont également sur le terrain. Ce flou-là profite à qui en réalité? Merci, Akkad. Vous comprenez que nous sommes dans un pays, il l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un pays qui ne respecte pas les normes, qui ne respecte pas les lois, les tests que déjà lui-même il s'est établi, et de surcroît les tests que nous avons ratifiés. À qui profite donc ce flou? Ça profite aux individus et non à l'État. Parce que les tests sont là pour faire profiter à l'État un certain nombre de choses. Et il a expliqué. Alors, ça a été toujours comme ça dans d'autres secteurs. Mais lorsque nous prenons le secteur de la manutention et aussi de façon globale, le secteur portuaire, vous comprenez que c'est une vache à l'air. Et lorsque vous êtes en face d'une vache à lait dans un pays comme
le nôtre, c'est que la violation flagrante des tests permet forcément à des individus de s'arracher la manne, de ne pas gérer loyalement comme cela se faut. Alors aujourd'hui, nous sommes face à une situation un peu particulière. Il a dit depuis 1969 que cette activité a été mise en œuvre au port autonome donc de Cotonou. Vous comprenez qu'en 2016, on ne peut pas continuer avec une pagaille dans le secteur et que des privés viennent au Bénin, je dis des privés viennent au Bénin et dépassent les prérogatives que le pays lui-même s'est établi. C'est que forcément ces privés-là ont une certaine puissance, ont une certaine autorité sur l'État, chose, j'ai envie de dire, chose anormale. Mais ce qu'on ne dit pas et ce que vous ne soulignez pas dans votre intervention, avant qu'un privé ne s'installe au port et qu'il fasse le travail, forcément, il a forcément reçu l'autorisation d'une autorité, d'un responsable à un niveau donné. Moi, je ne peux pas débarquer au port et exercer une activité, par exemple. Bien sûr. Donc il y a une complicité quelque part. Il y a une complicité. Et ces privés dont nous parlons ici, ce n'est pas des individus, vous et moi. C'est des structures organisées. C'est des multinationales. C'est des groupes puissants. C'est des groupes Merci. puissants. Et je n'ai pas envie ici de dire un certain nombre de choses, mais vous comprenez, lorsque vous avez une vision, je prends le dernier exemple, lorsque vous avez une vision et vous venez et que tout de suite vous allez dans un pays comme la France, vous savez qu'il y a certaines personnes qui vous contrôlent. Et donc quand ces personnes-là posent leur valise chez vous et vous disent ce qu'il faut faire, vous n'avez pas autre mesure que d'aller dans ce sens. Je ne dis pas que c'est ce qui est en train de se faire en ce moment, mais je dis par le passé, beaucoup de choses ont été gérées dans ce sens-là. Donc il y a de ces privés, de ces particuliers qui ont reçu l'agrément d'une mission X, mais qui, une fois au pays, exercent une mission Y. Et vous avez des tests, vous avez des députés qui sont là, au lieu de contrôler tout ça, c'est des pécadilles, c'est des chiens écrasés dans les rues de Cotonou qui les intéressent. C'est comment est-ce qu'ils vont faire pour se mettre plein les poches qui les intéressent. Et donc, vous avez compris, aujourd'hui, ce secteur souffre énormément. Et il va falloir que l'autorité puisse s'afficher, que la scienture de l'État, que l'État aujourd'hui joue à l'arbitre, ou bien que nous ayons une justice, oui, que nous ayons aujourd'hui une justice et des personnes, par exemple, comme Didier Abel, puissent aller s'adresser à la justice pour dire, les tests sont dit si, mais voilà ce qui est en train d'être pratiqué, et que la sentence soit dite, vous savez, nous sommes quelque part par ici, je n'ai pas envie de citer le groupe pétrolier qui l'a fait et qui a obtenu gain de cause aujourd'hui, et qui, qu'on le veuille ou non, des mois après, c'est en train d'être respecté. Je souhaiterais que mon pays, un peu comme la France, parce que Patrice Talon l'a dit devant François Hollande, il a présenté toutes les félicitations donc, de la nation béninoise aux Français pour avoir fait respecter la justice dans un pays comme la France. Je souhaiterais aujourd'hui que nous ayons des cas où des gens viennent se réfugier chez nous parce que nous avons une justice crédible. Et donc que ça passe d'abord par les affaires. Et le port autonome de Cotonou, vous l'avez dit, c'est le poumon de l'économie. On ne puisse donc pas comprendre que les tests que nous-mêmes nous avons élaborés pour mieux quadriller un certain nombre d'activités ne puissent pas être respectés et que de simples individus particuliers soient déçus de la souveraineté d'une nation. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il faut faire restituer l'autorité de l'État. Et j'ai confiance en une personne. Patrice Talon n'est pas de ce genre de Béninois qui se laisse facilement marcher dessus. Donc, je crois que un regard critique de la mouvance actuelle puisse aller donc au sein des activités portuaires et à l'occasion qu'on puisse fouiner un peu afin de ramener l'autorité de l'État dans cette maison. Alors, M. Divon, un peu pour continuer à corroborer un peu ce que dit notre confrère Casimir Pedjo, on sait que le président Talon promeut aujourd'hui la rupture. Et vous investissez dans ce domaine, c'est quand même plusieurs années en arrière, sans grand succès. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que les acteurs portuaires, que ceux qui vraiment défendent les intérêts de la chaîne maritime, comme vous l'appelez, doivent faire pour que eh bien, le régime de la rupture
puisse s'impliquer dans ce dossier et inverser les droits. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire aujourd'hui face à la situation que vous dénoncez? Ce qu'il y a lieu de faire, premièrement pour moi, est que chaque acteur se rende d'abord compte de ce qu'il doit faire sur la chaîne des transports maritimes. Il faut également que les gouvernants s'arrangent pour, premièrement, bien explorer les différents agréments qu'ils ont donnés et qu'ils aillent après sur le tableau de l'exploitation qui est faite de ces agréments. Nous sommes en train, moi je suis en train de dire ici, de vous présenter, vous avez les agréments que je peux mettre à votre analyse et appréciation, mais vous constaterez que jusque-là, la première des choses à faire, c'est que nos responsables se décident pour véritablement changer les choses. Je ne sais, je crois, le président Talon vient d'arriver, il est là, ça fait, je crois, 5 mois. Je n'ai pas manqué d'envoyer un courrier à son ministre des Infrastructures et Transports. Je crois qu'ils étaient arrivés le 6. Ils sont arrivés le 6. Le 15, je lui ai envoyé un courrier. Le 22, il me recevait. Je lui ai présenté la situation. Il a promis d'investiguer jusque-là. Je ne sais ce qui se passe. J'ai également envoyé un courrier au président de la République avec le même courrier adressé au ministre de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur et autres pour que les gens s'associent à lui pour mieux voir ce qui se passe sur la chaîne. Je n'ai pas manqué d'avertir le directeur du cabinet civil ainsi que son conseil technique. Donc, il faut, pour moi, que ceux qui sont restés jusqu'ici justifient leur salaire. Et pour que ça marche, que ceux chargés de la gestion des affaires maritimes aujourd'hui s'arrangent mieux pour fondamentalement propulser le Bénin. Et pour le faire, il faut 2 choses essentielles. Des bureaux d'études pour investiguer et leur dire ce qui ne va pas, pour les accompagner bien sûr, et il faut vous, les journalistes, pour accompagner. Parce qu'il manque fondamentalement 2 choses sur la chaîne, les bureaux d'études et la presse. Pour, la presse a tout le temps levé un compte de voile sur les nombreux problèmes que vivent les opérateurs portuaires. La preuve, vous êtes sur un plateau, vous parlez. Oui, je vais vous dire ceci. Quand la presse arrive, c'est pour s'occuper souvent du port. Port, poumon de l'économie. J'aurais voulu désormais que la presse aille sur la chaîne béninoise des transports maritimes. Le port n'est qu'un abri. Un abri des bateaux. Mais quand vous prenez la chaîne, vous avez les chargeurs, vous avez l'importateur, vous avez le transporteur interne, vous avez la cognée, le manutentionnaire, le douanier, les banques, parce que vous savez, on ne met pas l'argent plein les poches pour voyager. On doit passer par les crédits documentaires et autres. Quand j'étais à Dakar, parce que quand il m'a plu de mieux comprendre le fonctionnement et de me rassurer de ce que ça marche mal, j'étais en France, j'étais au Sénégal, sur la chaîne sénégalaise, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Ghana, et je me suis rassuré vraiment de ce que nous nous égarons. Et ce n'est qu'après ça que je dis, j'initie mon bureau d'études et j'accompagne un peu mon pays. Mais c'est difficile de vous faire écouter. Et je répète une fois encore que s'il faut que la presse aille sur la chaîne des transports, il faut que la chaîne aille par corps de métier pour relancer. Parce que relancer le port, ce n'est pas relancer la chaîne. Relancer les banques, ce n'est pas relancer la chaîne. Relancer la cognée, comme nous le faisons, comme nous le disons ici, ce n'est pas relancer l'économie. Les acteurs de la SOBEMAP, la seule structure agréée pour faire le travail, ce travail d'accolage, je crois, au port autonome de Cotonou, c'est bien la SOBEMAP. Je sais qu'il y a certains employés à travers le syndicat, et quand j'étais en position de reporter, qui avaient tiré la sonnette d'alarme à maintes reprises. Mais le cri de détresse n'a jamais eu un écho favorable. À quel niveau le problème se situe? À quel niveau le blocage se situe? Je vais vous dire d'ailleurs que le lundi passé, le lundi dernier, le directeur m'avait fait appel
pour que nous puissions discuter d'un certain nombre de choses. Par contre, je dois vous dire que je reste entièrement déçu du syndicalisme par rapport aux derniers entretiens que j'ai eus avec le secrétaire général du syndicat. Justement, sur la question, pourquoi les syndicats, le nombre de syndicats de la maison, on les connaît, ils sont nombreux. Pourquoi vous êtes désespérément seul dans cette lutte? Pourquoi ils ne s'associent pas à vous, vous ne vous associez pas à eux pour que la mayonnaise prenne? Merci. Vous savez, en République du Bénin, moi j'ai compris, après plusieurs combats, qu'il faut éviter le cannibalisme intellectuel. C'est-à-dire, il ne faut pas approcher des gens qui n'ont pour souci que de vous absorber. J'étais allé voir le syndicat. Et quand vous irez les voir pour vos investigations, vous comprendrez un certain nombre de choses. Celui qui a fini et qui est allé à la retraite, M. Kekele, j'étais allé le voir, Rémi, bien sûr, pour lui dire, eh bien oui, il y a anomalie. Et je suis allé avec ce livre qu'il a pris. Bon, enfin, je suis allé obliger chacun à avoir le code maritime français et à comprendre le mauvais fonctionnement qui y a cours. Les gens ne s'en rendaient pas du tout compte, ils ne s'en rendaient pas compte. Alors, j'ai expliqué. Mais je vais vite. Que m'a dit le secrétaire général pour que je me retrouve déçu par rapport à lui? Et depuis, je ne l'appelle plus, je ne le fréquente plus. Il me dit, mais écoute, tu défends une cause. Mais je veux que tu me présentes toutes les preuves de tes investigations avant que moi je t'accompagne. Je dis, mais là, tu me déçois. Vous étiez avec la présidence, le ministre du Développement, le ministre des infrastructures, comment vous appelez ça, de l'économie maritime et autres, pour discuter d'un certain nombre de choses. Et tu y allais sans document pour aboutir à quel résultat? Eh bien oui, j'ai compris. Il n'avait pas les preuves que vous avez. S'il n'a pas les preuves que moi, je suis en train... Vous auriez pu les lui mettre à disposition, vos preuves. Non. Il est du syndicat en train de défendre une cause. Je lui ai montré qu'il y a égarement. Je lui ai remis un certain nombre de documents pouvant lui permettre d'avancer. Et il me demande de lui apporter la panoplie de mes investigations. Je ne suis pas là pour lui. Merci à vous, Didier Divo. Je rappelle que vous êtes un expert du système d'accolage, un acteur portuaire. Et également, Kazmi Pédion, on va conclure cette émission. Vous, en tant que journaliste d'investigation, j'ai un mot à dire. Oui, juste après la conclusion de Kazmi Pédion, on va vous laisser la parole pour 30 secondes. Vous savez, chez moi, au Bénin, je remercie déjà ce que les aînés ont fait juste là, mais nous n'avons pas véritablement encore atteint le véritable organe. Nous n'avons pas les organes qu'il faut pour investiguer, je crois, dans ce secteur-là. Pour la plupart du temps, c'est la politique qui intéresse par ici. Je dis bien pour la plupart du temps. Et je crois que l'éveil progressivement va prendre. Et donc cet appel que M. Didier Abel a lancé aura un écho favorable, puisque les acteurs ne veulent pas faire ce qu'il faut pour faire décoller le pays. Les journalistes, je crois, nous autres, nous allons prendre nos responsabilités. Première chose. Deuxième chose, il y a une des questions que vous avez posées, mais qui n'a pas eu de réponse, c'est que les multinationales aujourd'hui qui sont au pays sont très puissants. Sont très puissants du moins, et mouillent le système. Tout ce qu'il a décrit, c'est un système qui existait. On ne parle pas du système actuel. Et donc, il y a de ces personnes-là qui sont tapis dans l'administration et qui, lorsque ces gens de courrier viennent, c'est là où on les range. Pour la plupart du temps, c'est dans les corbeilles, vous retrouvez ces gens de courrier parce qu'on ne veut jamais que cela aboutisse. Donc, moi, je vais vous demander de nous laisser déjà vos portes ouvertes et nous allons commencer. Certainement, ces courriers qui n'arrivent pas à destination, nous allons les récupérer et les mettre aux bons endroits. Merci à vous. Je crois que ce sera la mission que nous allons donner pour ce pays parce que seul le Bénin aujourd'hui est dans cette situation-là dans la sous-région. Kazmi Pédion, journaliste des questions économiques. Didier Divo, votre conclusion? Ma conclusion, c'est que on ne s'amuse pas avec le destin d'un peuple. Pendant longtemps, cela a été le cas. Mais portant sur l'accolage, je reviens vous dire que c'est pour moi un devoir de rappeler que si en 1969, le président Émile Derlin Zissou a pensé juste en créant cette société, il faut que cette société-là assume dans la plénitude de ses capacités
les missions qui lui ont été assignées. Et c'est pour moi l'occasion de rendre un grand hommage à cet homme. Et pendant que je discutais avec lui à des moments de sa vie, il me rappelait une chose que je vous confie. Il m'a dit, dans le cadre de la nationalisation de la SOBEMAP, il avait un homme qui est resté avec lui tout le temps, jusqu'à la décision finale de la création de la SOBEMAP. Il a pour nom Émile Louis Paraíso. Et je l'ai constaté hier lors de ses obsèques, devant le cercueil, il était partout, avant même les enfants. Il a gardé cette amitié avec lui et je crois qu'au-delà de ce que ce plateau rend hommage au président Émile Derlin Zissou, vous avez et nous avons quelqu'un pour continuer l'œuvre et que nous prions pour qu'il nous suive. Il a beaucoup à nous dire sur ce que l'ACONAGE, les ambitions qu'ils avaient à l'époque. Merci à vous. Merci à vous, M. Didier Divor. Je rappelle que vous êtes un expert du domaine de l'ACONAGE. Vous l'avez dit, vous êtes au niveau des formalités douanières et portuaires. Voilà, c'était le débat sur la mauvaise exploitation du système d'ACONAGE au Bénin. Il faut faire quelque chose et les nouveaux dirigeants sont désormais sensibilisés sur la question, à eux de faire ce qu'il faut. Matin d'Éden se poursuit juste après la rubrique Faire croiser. On va accompagner nos invités avec ce support rythmique. C'est d'accord. On y va. DJ, donne le cas. À mon signal. On y va. Attention là. Attention. La petite fille la jolie là. Même si elle a la jolie voiture. Attention. La petite fille la jolie là. Même si elle a beaucoup d'argent. C'est qu'il a trouvé. Il a cherché. Je dis c'est qu'il a trouvé. C'est lui-même il a cherché. C'est qu'il a trouvé. Il a cherché. Je dis c'est qu'il a trouvé. C'est lui-même il a cherché. C'est d'accord. Elle s'appelle Awa. C'est la fille du quartier là. Elle appelle Bouja. C'est la fille du quartier là. Il n'a pas reconnu que c'était la petite fille là de son quartier. Elle a mangé, elle a grandi comme un poulet de blanc. Il a regardé son derrière, ça bougeait comme ça. Il a regardé sa démarche, elle ressemble à sa maman. C'est d'accord. Procureur m'a t'attrapé, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Procureur m'a t'attrapé, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Elle est trop pressée, parce qu'elle a poussé les petits, c'est pointu. Elle va te combattre avec ses bons chokers comme ça. Elle n'a que 16 ans, elle te dit qu'elle a 19 ans. Elle n'a même pas de PC, elle te dit qu'elle a pas plus de. Oui, les petits qui sont oppressés. C'est la liberté qui la dérange. La gola va te faire coffrer. Elle dit que son papa est aux États-Unis, que sa maman est au Royaume-Uni, que tous les mois on lui envoie l'argent, beaucoup là. Car c'est l'argent de sa scolarité qu'elle envoie toujours pour faire mal. Attention là, attention. La petite fille la jolie là. Même si elle a les jolies voitures. Attention. La petite fille la jolie là. Même si elle a pas beaucoup d'argent. Attention. La petite fille la jolie là. Même si elle a les yeux qui nous doudou. Attention. On ne veut que de l'attention. Même si elle a des vies, je suis là. Procureur va t'attraper, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Procureur va t'attraper, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Laisse la petite te chronique. Faut pas te tromper. Faut bien regarder. Comment vous délai. Quand c'est pas mûr, c'est citron. Faut pas te tromper. C'est pourquoi c'est amer. Quand c'est mûr, c'est orangé. C'est que de casser les tout. Les petites filles là, elles ont besoin de sécurité, oh. Les petites filles là, elles ont besoin de conseillers, oh. Quand c'est pas mûr, c'est citron. Faut pas déconner. C'est pourquoi c'est amer. Quand c'est mûr, c'est orangé. C'est pourquoi c'est mûr.
Allez, c'est la petite fille a grandi quand même. Attention, à méfier. Allez, c'est l'attention, il a grandi là. Méfier. Allez, c'est la petite fille a grandi quand même un peu. D'Éden qui poursuit la chronique du CIS, statut juridique d'un ancien président. C'est le thème que nous abordons avec vous, Horacia Djodji. Bonjour. Bonjour, tranquille, mesdames, messieurs, bonjour. Quel est le statut juridique d'un ancien président de la République au Bénin? Quel rôle joue l'ancien chef d'État sur le plan politique? Voilà, autant de questions que je vais vous poser dans un instant. Moria Agoua, on va suivre très rapidement la chronique tout bien avec vous. La propriété contribue au succès. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, tranquille à Kadouanté. La propriété contribue au succès. Tout bien. L'avantage que nous avons et que vous avez est que nos caméras peuvent voir des choses auxquelles nous ne faisons pas forcément attention. Nous sommes ici sur un terrain de tennis et précisément au stade de l'amitié de Cotonou. Le constat est fait et le voici. Nous sommes sur l'aire de jeu du tennis et qui est, il faut le dire, dans un état délabré comme vous pouvez le voir sur des images tout à l'heure. Est-ce parce qu'il s'agit d'un endroit où les gens viennent pratiquer un sport qu'il ne faudrait pas l'entretenir? Sinon, nous ne voyons pas les raisons qui justifient l'état de cette surface de jeu où les amoureux de cette discipline viennent pour faire du bien à leur santé en pratiquant un sport qu'ils aiment. On a même un championnat qui se joue là. On n'a pas vraiment besoin de regarder à la loupe avant de comprendre que cet endroit bien fréquenté manque d'entretien. Les peintures vieilles de plusieurs années mélangées à la moisissure. Des filets déchirés qu'on peine à remplacer. Nous savons que nous sommes pauvres, mais faisons en sorte que notre pauvreté soit une pauvreté saine et non une pauvreté dans la malpropreté. Tout baigne. On a du plaisir à suivre les championnats de tennis qui se déroulent dans d'autres pays, mais nous n'avons jamais vu des terrains de tennis dans un état aussi délabré. Il s'agit ici d'une gérance privée, a-t-on appris, et si c'était le cas, ce gérant du lieu a oublié, semble-t-il, que les caméras, à des occasions données, pourraient se promener par là. Voilà qu'une caméra ne fait pas les choses à moitié. Elle montre tout. Ce n'est pas normal qu'un endroit où l'on peut aller pratiquer le sport que l'on aime, une fois dans la semaine si l'on est salarié et toute la semaine pour les jeunes professionnels, se trouve dans cet état. Cela participe, si vous ne le savez pas, à l'échec, car l'homme est esprit, et si l'esprit n'est pas joyeux, épanoui, on n'a pas de bons résultats. S'entraîner dans ces conditions pour aller à une compétition ne garantit pas le succès. Tout baigne et à lundi. Je rappelle à nos amis de Diaspora FM que voilà, vous mettiez l'accent sur l'état de salubrité, notamment le délabrement total de l'aire de jeu de tennis du stade au stade de l'amitié. Mathieu Kérékou, voilà, Mathieu Kérékou. Voilà, donc dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut briller aux Jeux Olympiques? C'est une question, la réponse, on l'aura plus tard. Merci à vous, Moria. Voici la chronique judiciaire. Statut juridique d'un ancien président, c'est le thème du jour. Quel est le statut juridique d'un ancien président de la République? C'est la première question que j'ai envie de poser à Horacia Djodji. Alors, tranquillement, il faut dire que ce sont les dernières sorties de notre actuel ancien président de la République, le docteur Boni Yaye. Dernière sortie, la dernière en date, celle de la visite de l'aéroport de Tourou. Eh bien, ce sont ces sorties qui nous ont amenés à en savoir davantage
sur le statut juridique d'un ancien président de la République. Alors, il faut dire que le président de la République est la personne, la plus importante personnalité dans un pays, et de ce fait, il bénéficie de plusieurs avantages et privilèges qui sont dus à son rang, et lorsqu'il n'est plus au pouvoir, il perd forcément ses prérogatives. Alors, dès lors, on peut s'intéresser au statut juridique d'un ancien chef d'État en droit positif béninois, c'est-à-dire les textes de loi qui règlent la situation de ce type de citoyen. Il faut tout de suite répondre pour dire qu'un ancien chef d'État au Bénin ne bénéficie pas d'un statut juridique de particulier, je dirais. Rappelons quand même qu'il y a eu une proposition de loi portant statut des personnalités ayant assuré de hautes fonctions de l'État en République du Bénin, une loi qui n'a malheureusement, ça c'est mon avis, qui n'a pas prospéré. Toutefois, la Constitution, en son article 48 alinéa 2, dispose qu'une loi fixe la liste civile du président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens présidents de la République. Et la loi dont il s'agit ici est celle numéro 2009-18 du 29 mai 2009 portant pension et autres avantages aux anciens présidents de la République. Alors, je vous propose ici de suivre M. Franck Béanzin. Il revient sur quelques-uns de ces avantages. Dans d'autres systèmes juridiques, un ancien président est membre de droit de la justice constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel, comme cela se fait en France. Mais au Bénin, tel n'est pas le cas. Un ancien président recouvre ses prérogatives de citoyen. Nous sommes encore dans un système de 2 mandats. Nous sommes limités par les critères d'âge. S'il quitte, je suppose qu'il est élu à l'âge de 45 ans. Il fait 5 ans. Et le peuple ne lui renouvelle pas son mandat. Il demeure encore acteur politique. Pourquoi aller le faire caser dans un conseil constitutionnel ou quelque part? Je pense que c'est mieux, telles que les choses sont, de le laisser dans le public. Et de l'autre côté, je dirais, vouloir le faire en Afrique, ça ne répond pas vraiment à nos contextes. Et ça ne répond pas également à l'aspiration du peuple béninois quand on allait à la conférence de 90. Ça ne répond pas à l'aspiration du peuple parce que le peuple voulait des sangs jeunes entre griffes pour diriger le pays. Sinon, quel est l'intérêt de limiter l'âge du présidentiable à 70 ans? C'est ce que je trouve. Voilà le spécial note doctorant en droit privé, Franck, en droit public, qui répondait à cette question, qui parlait justement du statut juridique pour les anciens présidents de la République. C'est bien cela. Au fait, il donnait son avis sur la nécessité d'un statut juridique pour les anciens présidents de la République. Je disais tout à l'heure que, j'annonçais tout à l'heure donc Franck Béanzin qui va nous parler au fait des avantages dont bénéficient les avantages sociaux dont bénéficie un ancien président en République du Bénin. Si tout va bien, nous allons suivre. Il est citoyen, s'il veut, il travaille, il fait encore la politique et il revient pour diriger. Mais quand il aura épuisé ses 2 mandats, il devient une personnalité, une référence s'il a bien géré. Et le président en exercice est libre de le consulter. Est libre de le consulter parce qu'il n'est pas lié. On n'est pas lié par les conseils, par les propos d'un ancien président. Le président en exercice est libre de le faire. Donc un ancien président n'a pas à visiter un aéroport, encore que là en matière de stratégie, un aéroport n'est pas un lieu qu'on laisse visiter tout citoyen comme ça, surtout lorsqu'elle est en construction ou quoi. Souvenez-vous, dans certains pays, on a interdit, les acteurs politiques d'une région ont interdit au président d'atterrir dans un aéroport. Si un ancien président va prendre le veto sur cet aéroport, un jour, il pourra interdire l'atterrissage du président de la République. Et donc, c'est
si je vais être un peu sévère, je dirais que c'est des actes qui touchent l'intégrité territoriale. Ça touche aussi l'unité nationale. Là, on parlait donc du statut juridique d'un ancien président de la République. Horatia Djodji, merci à vous. Merci à vous, tranquille. On vous retrouve vendredi prochain pour notre numéro de la chronique judiciaire Le Sport avec Judica et Polycap. Aïdine, bonjour. Oui, bonjour tranquille et bonjour à tous. On va s'intéresser à la Ligue des Champions qui a démarré le transfert de certains joueurs. On parlera également des Jeux paralympiques qui ont donc démarré à Rio. C'est bien cela. Rio, oui, voici bien, le sport. Bien. Le tirage au sort de la phase de poule place le Real Madrid dans la poule F. Nous parlons donc de la Ligue des Champions. Bien sûr, le tirage au sort avait lieu ce jeudi donc, et le club des Merengues aura ainsi affronté le Borussia Dortmund, le Sporting Portugal et le Legia Varsovie. Le vice-champion d'Europe 2016 va évoluer dans le groupe D. L'Atlético Madrid partage donc cette poule avec le Bayern Munich, le PSV Eindhoven et le club russe de Rostov. FC Barcelone, Manchester City, Borussia Mönchengladbach et le Celtic Glasgow sont dans la poule C, de quoi garantir des retrouvailles entre Pep Guardiola, actuel coach de Man City, et ses anciens footballeurs du Barça. Durant cette nouvelle campagne de C1, il sera également intéressant de suivre le parcours de Leicester. Le surprenant vainqueur de la Première Ligue 2015-2016 est logé dans la poule G avec Porto, Bruges et Copenhague. Outre ces 4 groupes, 4 autres poules ont été constituées également pour la phase de groupe de la Ligue des Champions 2017-2017, dont la première poule, la poule A, composée du Paris Saint-Germain, d'Arsenal, de Bâle et de Ludogorets. Et on ajoute qu'en marge de ce tirage au sort de la Ligue des Champions, Ronaldo a été élu meilleur joueur de l'UEFA de l'année 2016. Il succède ainsi à Messi et totalise le même nombre de titres que l'Argentin. On ajoute que Ronaldo devance 2 autres footballeurs, Gareth Bale et le Français Antoine Griezmann. Ronaldo en route pour un autre Ballon d'Or. Bien sûr, évidemment, c'est le grand favori de ce titre. Déjà avec ce titre-là, le titre de l'UEFA. Oui, ça annonce quand même déjà les couleurs. Mais il faut aussi ajouter qu'il est déjà arrivé une fois qu'un joueur qui a obtenu le titre de meilleur joueur UEFA n'obtienne pas le titre de Ballon d'Or. C'était l'année où Ribéry avait été désigné meilleur joueur de l'UEFA. Mais pendant cette période, l'équipe avait gagné l'Euro, par exemple. Non, pas l'Euro. Mais il faut aussi préciser que le parcours n'est pas le même et que le contexte n'est pas le même que celui que nous avons aujourd'hui, parce que Ronaldo a tout gagné cette saison. Dans son club, il a marqué beaucoup de buts avec son équipe nationale. Il a réussi l'exploit en remportant l'Euro 2016. Oui, de toute évidence, c'est le plus grand favori. Donc, il n'y a pas de doute en principe. Il n'y a pas de concurrent valable en face. Oui, actuellement. Transfert, Charles Itandié, bien sûr, change de club en Turquie. Oui, le gardien de but international camerounais a donc choisi une nouvelle destination, le club de Gaziantepspor. Charles Itandié a signé un contrat d'1 an. Il a 33 ans. En Angleterre, on dira que Yedlin rejoint Newcastle. L'Américain de 23 ans est lié à sa nouvelle formation jusqu'en 2021. On reste en Angleterre pour dire que Claudio Bravo est la nouvelle recrue de Man City. Il a signé son contrat ce jeudi pour une durée de 4 ans. À 33 ans, le gardien de but chilien quitte ainsi le FC Barcelone. Un FC Barcelone qui a déjà trouvé un successeur ou du moins un remplaçant pour combler le vide laissé par le Chilien. Le nouveau gardien, nouvelle recrue du Barça, Jasper Cillessen. Le portier néerlandais évolue aux Pays-Bas avec l'Ajax d'Amsterdam. Bon à savoir aussi, Nabil Bentaleb a été prêté par Tottenham à Schalke, club allemand. Et puis on parle encore de Mario Balotelli. Le joueur peut savoir désormais qu'il ne sera pas recruté par Nice. L'entraîneur de cette formation, Favre, a démenti la rumeur en voyant l'attaquant italien chez les Niçois. Comment va-t-il faire à présent? Il n'a pas de club? Non, pour le moment, il cherche une nouvelle destination. S'il n'y arrive pas, que ferait-il? Il sera obligé de prendre sa retraite?
non, je n'imagine pas Balotelli prendre une retraite dans ces conditions. Il peut ne pas jouer durant la saison, mais je doute fort qu'il n'obtienne pas pourquoi est-il autant rejeté? Oui, il y a d'abord le caractère du personnage, il y a aussi son attitude en club, en dehors et hors du terrain. Je voudrais vous lire un peu ce qu'a dit l'entraîneur de Nice à son sujet pour justifier donc... Il ne respecte pas les instructions des entraîneurs, voilà, vous allez prendre sur l'air de jeu. Vous allez prendre la mesure de ce qu'il dit. Si vous écoutez ceci, il dit, si ça se passe bien avec le reste de l'équipe, il parle de Balotelli. S'il est un exemple pour les jeunes joueurs et qu'il travaille et qu'il court, il n'est pas un problème pour un club. Donc vous avez un aperçu de ce que cet entraîneur pense de Balotelli. Et c'est sûr que c'est la même chose avec tous les autres coachs des différentes formations qui n'ont pas voulu de l'Italie. Le président russe est sorti de ses gonds face à l'exclusion de ces athlètes qui étaient en liste pour compétir pour les Jeux paralympiques à Rio. Oui, le président Poutine a donc donné sa position sur l'exclusion des athlètes russes des Jeux paralympiques. Et il a fait au cours de la cérémonie au cours de laquelle il a félicité les athlètes russes qui étaient à Rio pour disputer les Jeux olympiques. Et il a estimé que l'exclusion des athlètes russes des Jeux paralympiques n'est pas conforme à la morale et à l'humanité. Et il promet d'organiser pour ces athlètes des Jeux identiques aux Jeux paralympiques. Et au cours de ces Jeux que la Russie pourrait organiser, les athlètes paralympiques russes vont recevoir les mêmes distinctions que celles que pourraient obtenir les champions qui vont participer normalement. Seront en tout cas au Brésil pour disputer les Jeux paralympiques. Voilà. Il faut préciser que ces Jeux paralympiques auront lieu du 7 au 18 septembre prochain au Brésil. Et il faut également ajouter que c'est le 7 août que le comité international paralympique a suspendu le comité paralympique russe, ce qui empêche donc les sportifs de ce pays de disputer les Jeux paralympiques. Et puis cette décision du président russe n'aura-t-elle pas une incidence sur les prochains Jeux, la prochaine participation des athlètes russes? Non, écoutez, pour le moment, le comité paralympique russe est suspendu. De toute évidence, il y a des démarches à faire à ce niveau pour être à nouveau admis au sein du comité international. Donc, les Russes savent ce qu'ils ont à faire, régler leurs problèmes de dopage et pour pouvoir rejoindre encore cette communauté internationale de sportifs. Donc, pour le moment, les Russes savent ce qu'ils ont à faire et ils ne doivent que faire cela. Voilà. Merci à vous. Je dis que Polycap Aïdine, vous nous présentiez l'actualité sportive sur des télévisions et Diaspora FM. On va suivre quelques secondes de la chanson du jour avant de nous dire au revoir. C'est d'accord. On y va. DJ, donne le cas. À mon signal. On y va. Attention là. Attention. La petite fille la jolie là. Même si elle a la jolie voiture. Attention. La petite fille la jolie là. Même si elle a beaucoup d'argent. C'est qu'il a trouvé. Il a cherché. Je ne sais qu'il a trouvé. C'est lui-même il a cherché. C'est qu'il a trouvé. Il a cherché. Je ne sais qu'il a trouvé. C'est lui-même il a cherché. C'est d'accord. Elle s'appelle Awa. C'est la fille du quartier là. Elle appelle Bouja. C'est la fille du quartier là. Il n'a pas reconnu que c'était la petite fille là de son quartier. Elle a mangé, elle a grandi comme un poulet de blanc. Il a regardé son derrière, ça bougeait comme ça. Il a regardé sa démarche, elle ressemble à sa maman. C'est d'accord. Procureur m'a attrapé, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Procureur m'a attrapé, oh yeah. Elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Elle est trop pressée, parce qu'elle a poussé les petits, c'est pointu. Elle va te probar, avec ses beaux chokers comme ça. Elle n'a que 16 ans, elle te dit qu'elle a 19 ans. Elle n'a même pas BPC, elle te dit qu'elle a pas plus de. Oui, les petits filles sont oppressées. C'est la puberté qui la dérange. La gola va tout faire coffrer. Elle dit que son papa est aux États-Unis, que sa maman est au Royaume-Uni, que tous les mois on lui envoie l'argent, beaucoup là. Y'a
c'est l'argent de sa scolarité qu'elle envoie toujours pour faire mal. Attention là, attention, la petite fille la jolie là, même si elle a les jolies voitures, attention, la petite fille la jolie là, même si elle a pas rentré beaucoup d'argent, attention, la petite fille la jolie là, même si elle a les yeux qui nous doudou, attention, on ne veut que de l'attention, même si elle a des vies de chez lui là. Procureur va t'attraper, oh yeah, elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Procureur va t'attraper, oh yeah, elle t'a menti, elle n'a pas 18 ans. Faut pas déconner, laissez la petite chronique. Faut pas te tromper, faut bien regarder comment vous êtes. Quand c'est pas mûr, c'est citron, faut pas te tromper. C'est pourquoi c'est amer, quand c'est mûr, c'est orangé. C'est que de café de tout. Les petites filles là, elles ont besoin de sécurité, oh. Les petites filles là, elles ont besoin de conseillers, oh. Quand c'est pas mûr, c'est citron, faut pas déconner. C'est pourquoi c'est amer, quand c'est mûr, c'est orangé. C'est pourquoi c'est Ainsi va l'actualité sur Eden Télévision. Merci de votre fidélité. Soyez zen sur nos antennes. Excellent début de week-end à vous. À bientôt.